Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de synthèse du chapitre de terminale. Au menu du jour, qu'est-ce que nous propose le chef? Le chef vous propose une synthèse sur le chapitre sur les crises financières qui s'intitule Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier. On va voir ça en 4 temps à peu près. Premier temps, une sorte d'introduction, c'est quoi une crise? Deuxième temps, comment se forme une crise? Troisième temps, comment se propage une crise? Et quatrième temps, comment éviter de nouvelles crises. Donc là, vous voyez bien, c'est du début à la formation de la crise, son développement, et ensuite comment l'éviter. Il y a une logique dans ce chapitre. Alors, on commence par le début. Qu'est-ce qu'on appelle une crise financière? Une crise financière, c'est un certain type de crise économique qui prend sa source sur les marchés financiers et les marchés boursiers. C'est-à-dire que toutes les crises économiques ne sont pas des crises financières, mais par contre toutes les crises financières sont des crises économiques. Quelles sont les grandes particularités des crises financières? Elles se caractérisent par 4 points. Un effondrement boursier, donc un effondrement de la valeur des actions sur les places boursières, des faillites d'entreprises, la chute du PIB, soit on va parler de récession si ça dure seulement quelques mois, ou si ça dure longtemps, on parlera de dépression, comme ça a été le cas dans les années 30 aux États-Unis. Et c'est marqué par une hausse du chômage. Ça, c'est des points communs des crises financières. Les deux exemples classiques qu'on développe dans ce chapitre de crise financière, c'est la crise de 29, qui a commencé aux États-Unis, et la crise de 2008, qui a aussi commencé aux États-Unis. Alors il faut savoir, c'est un détail, mais en fait, entre les années 1930 et les années 1980, il y a eu très peu de crises financières, tout simplement parce que les marchés financiers ont été régulés de façon assez forte pendant cette période. À partir des années 1980, on constate une dérégulation des marchés financiers qui va aboutir à une multiplication des crises financières, certaines de moyenne importance, d'autres sont majeures, comme la crise de 2008, qui a touché les États-Unis, mais ensuite le monde entier. Alors, comment ça se passe? C'est quoi le point de départ, point de formation d'une crise financière? Alors en fait, il y a un élément qui est super important dans ce chapitre à comprendre, c'est ce qu'on appelle la spéculation et la bulle spéculative. Faire de la spéculation, c'est faire un pari sur la valeur future d'un bien ou d'un service, ou d'un actif financier, puisque dans ce chapitre, on va beaucoup parler d'actifs financiers. On fait un pari sur sa valeur future. On espère, par exemple, qu'un actif va prendre de la valeur. Par exemple, j'achète une action d'une entreprise parce que j'espère qu'elle va prendre de la valeur et que je pourrai la revendre plus cher demain. Ça, c'est une forme de spéculation de façon tout à fait individuelle. Mais en fait, ce qu'on va constater, quand les spéculateurs sont nombreux et spéculent sur le même type de choses, on va constater la formation d'une bulle spéculative. C'est-à-dire que de nombreux agents économiques vont spéculer sur un élément. Je vous donne un exemple avec la crise de 2008 aux États-Unis. De nombreux agents économiques ont spéculé sur le marché immobilier américain. Ça veut dire que les prix sur le marché immobilier américain se sont envolés, c'est-à-dire ils se sont déconnectés de leur valeur réelle. Le prix d'une maison aux États-Unis s'est fortement élevé en l'espace de quelques années, on va dire à partir du début des années 2000, et donc avec une forte hausse qui se déconnectait de sa valeur réelle. Je vous donne un exemple pour bien comprendre ce que ça veut dire une bulle spéculative. Au Japon, il y a eu un phénomène de bulle spéculative également sur le marché de l'immobilier, donc particulièrement la ville de Tokyo. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que les prix des logements se sont mis à fortement augmenter, puisque les individus spéculaient sur la valeur des logements.
Et donc au bout d'un moment, on s'est retrouvé dans une situation où la valeur de l'immobilier pour la seule ville de Tokyo était équivalente à la valeur des biens immobiliers de tous les États-Unis à la même période. Donc là, on voit bien une déconnexion entre la valeur réelle, par exemple d'une maison, ce qu'elle vaut à peu près, et sa valeur effective dans une transaction financière. Donc, tout ça, ça va créer les éléments d'une bulle spéculative qui commence à monter. Et en fait, en économie financière, on dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une bulle, comme toutes les bulles d'ailleurs, vont finir par éclater. C'est-à-dire que les prix ne peuvent pas monter de façon infinie. Ils ne peuvent pas monter indéfiniment. Donc ça, c'est ce qu'on va constater. Juste un petit élément que j'ai oublié de vous dire, ces comportements spéculatifs voient leurs effets renforcés à cause des comportements mimétiques. C'est-à-dire que les agents économiques se mettent à prendre des décisions parce qu'ils voient d'autres agents économiques prendre les mêmes décisions. Si je vois plein d'agents économiques investir et spéculer sur le marché immobilier aux États-Unis, je vais me dire, mais moi aussi, il faut que je fasse ça parce qu'il y a peut-être un gain à espérer de cette situation. Donc là, ça va créer des comportements mimétiques, c'est-à-dire que tout le monde se met à faire la même chose. Un synonyme de comportement mimétique, c'est ce qu'on appelle les comportements moutonniers. Voilà. Et donc ces éléments-là, ça amène à ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Tout le monde se met à parier que le marché immobilier va prendre de la valeur, et donc le marché immobilier prend de la valeur. Donc là, notre bulle spéculative s'est formée, ensuite elle a éclaté, comme je vous l'ai dit. Il y a plusieurs éléments, plusieurs canaux, on va dire, par lesquels la crise financière, elle va se propager. Alors je vais en voir deux d'abord, et ensuite on verra le plus important. Premier élément, ce qu'on appelle les phénomènes de panique bancaire. C'est ce qu'on a vu notamment en 2007-2008, par exemple en 2008 au Royaume-Uni. Pays qui a été touché par la crise financière dans un second temps. Panique bancaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ménages voient la situation se dégrader, et ce qu'ils vont faire, ils vont aller au guichet de la banque et vouloir retirer leurs économies en se disant vaut mieux que je retire mes billets, que je les ai chez moi, sous mon matelas, plutôt que de les laisser à la banque, puisque je ne peux pas faire confiance à la banque. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que les banques ne possèdent pas dans leurs réserves l'intégralité de la monnaie possédée par les ménages. C'est-à-dire que, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez 150 000 euros sur votre compte en banque, c'est ce qui est marqué quand vous consultez votre compte en banque. En fait, la banque, elle n'a pas vos 150 000 euros en billets dans ses réserves. Donc en fait, ce phénomène de panique bancaire va entraîner la faillite de certaines banques qui ne peuvent pas faire face aux demandes de monnaie qui leur sont adressées. Ensuite, autre élément qui va participer à la propagation de la crise. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse négative. C'est-à-dire, vous êtes un ménage, vous voyez la situation se dégrader, et bien ce que vous vous dites, je vais moins consommer et je vais me mettre à plus épargner, une forme d'épargne de précaution, parce que là, la situation, ça craint, et du coup, il vaut mieux que je garde de l'argent de côté. Sauf que si vous faites ça et vous mettez à reporter vos achats, par exemple, de biens et de services, donc ça va avoir des effets négatifs sur le niveau de consommation dans le pays, et donc sur la production, et donc sur le PIB. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse négatif. Et le troisième élément qui est très important, quand il y a une crise financière, ce qu'on va observer, c'est le phénomène de contraction du crédit chez les banques commerciales. Les banques commerciales, qui sont appelées aussi les banques de second rang, c'est les établissements bancaires comme on les connaît, Crédit Agricole, BNP, Banque Postale, Crédit Coopératif, etc. Donc que vont faire les banques quand on est en situation de crise financière et que la bulle spéculative dans le domaine financier est éclatée? Elles vont resserrer le crédit, c'est-à-dire elles vont se mettre à accorder moins facilement des crédits aux entreprises, donc qui pourront moins investir, et aux ménages.
qui pourront moins emprunter, par exemple, pour leurs projets immobiliers. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc ça, ces effets-là, ça va renforcer la crise économique. Donc la crise qui était financière à la base va se propager, ce qu'on appelle à l'économie réelle. Ça, c'est un point important. Donc la crise qui touchait, par exemple, je ne sais pas si on prend le cas de la crise de 2008, au départ, c'est les marchés boursiers qui vont se mettre à... Quand la crise a éclaté, les marchés boursiers, la valeur des actions va se mettre à réduire fortement. Et en fait, la crise, elle va se propager à tous les autres secteurs de l'économie. Donc notamment le secteur de la production, ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc, on a vu la naissance d'une crise, on a vu sa propagation, on peut voir donc comment est-ce qu'on peut éviter une nouvelle crise. L'objectif, un des objectifs des banques centrales et des gouvernements de façon plus générale, c'est réduire ce qu'on appelle l'aléa moral chez les banques. L'aléa moral, c'est puisque l'on se sait protéger de quelque chose, on va se mettre à avoir des comportements qu'on dit opportunistes. Donc, si je réduis l'aléa, l'aléa moral pour les banques, c'est par exemple, je sais que je peux prendre des risques, puisque je me sais protégé par l'État qui viendra à mon secours si je suis en faillite. Parce qu'un État ne peut pas laisser son système bancaire être en faillite, sinon ça paralyse toute l'économie. Donc les banques se savent protéger et donc elles vont prendre des risques excessifs. C'est notamment ce qu'elles ont fait aux États-Unis, qui a été le point de départ de la crise de 2008. Des risques excessifs pris dans le domaine des prêts immobiliers, notamment aux ménages les plus pauvres. Donc, les banques, elles sont dites too big to fail, c'est-à-dire elles sont considérées trop grosses pour pouvoir défaillir. Donc, comme elles se savent protégées par l'État, elles prennent des risques excessifs. Donc, que peut faire un État ? Il peut faire deux choses. Il y a deux éléments principaux qui ont été mis en place par les États. Premier élément, exiger des banques ce qu'on appelle un ratio de fonds propres, c'est-à-dire demander obligatoirement aux banques de posséder dans leurs réserves une certaine quantité de capitaux. Par exemple, je ne sais pas, si elles prêtent 100 et qu'on leur demande 10% de ratio de fonds propres, ça veut dire si elles prêtent 100 à un ménage, il faut qu'elles aient 10 euros par exemple. Si elles prêtent 100 euros, il faut qu'elles aient 10 euros toujours dans leurs fonds propres. Ça leur permet d'avoir une certaine solidité pour faire face en cas de crise financière. Et l'autre élément, c'est le mécanisme qu'on appelle de supervision des banques, qui a été mis en place par la Banque Centrale Européenne, où là, la Banque Centrale Européenne surveille, fait des tests de résistance aux crises vis-à-vis des banques, ce qu'on appelle des stress tests. Donc en fait, la Banque Centrale, qui est la banque des banques, elle vérifie régulièrement la résistance des banques commerciales à une situation de crise. Donc ces deux éléments sont susceptibles de limiter l'aléa moral et donc de limiter l'apparition de nouvelles crises. Voilà.